Donc bonjour à toutes et tous, c'est parti pour quelques minutes sur le sujet de la levée de fonds. Alors pour vous dire deux mots d'Ifstart, au démarrage Ifstart, on s'est créé il y a un peu plus de 2 ans, donc avec mes deux anciennes adjointes et associées dorénavant de l'incubateur Arts et Métiers de l'école à Paris, puisqu'on y travaillait. Il y aura tout à l'heure Jackie Canal qui nous a connus là-bas. Et donc, on se disait qu'on pouvait accompagner les entrepreneurs à distance et ça a été le fondement d'Ifstart. Donc, on accompagne les entrepreneurs sur les thèmes d'expertise, sur les sujets évidemment liés aux sous. Il y a une de mes associées, Milena, qui est spécialiste des financements publics et moi, c'est la partie fonds et tout ce qui est participation privée. Alors, sommaire, on n'est pas à l'école, je passe. Donc, pourquoi lever des fonds? Alors, c'est quand même la première des questions à se poser parce que c'est un vocable qu'on entend régulièrement de la part des entrepreneurs. En fait, avant de parler de levée de fonds, il faudrait parler de stratégie de financement, de stratégie financière. Pourquoi on lève des fonds finalement? Ça répond à une attente de la part des entrepreneurs qui est de dire je veux avoir de l'argent qui soit de l'argent en propre, donc des capitaux propres à la société, qui ne soit pas le fait d'un crédit, qui appartiennent à la société et qui permettent de la développer. Alors, de la développer sous plusieurs angles, recruter des personnes, mettre au moins des produits, se développer parfois à l'international et puis mener toutes les actions de communication. Alors, très souvent, les investisseurs aiment une chose, c'est qu'il y ait des brevets, une innovation technologique. Ça, c'est quand même le gros dada des investisseurs. Systématiquement, je vois quand je présente des dossiers où il y a du brevet, des brevets, des innovations technologiques, on a tout de suite une meilleure écoute. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils se constituent et ils valorisent d'ailleurs ce qu'on appelle des portefeuilles de brevets. C'est-à-dire qu'à travers les participations qu'ils prennent, finalement, ils se constituent, lorsqu'ils ont levé un fonds, un portefeuille de brevets qui dépasse la performance économique de la startup. Et ils peuvent très bien, à un moment donné, décider de vendre, entre guillemets, leur portefeuille de brevets à un autre fonds ou à une autre société industrielle, bancaire. Voilà. Les investisseurs aiment trouver des projets en lien avec les thèses d'investissement de leurs fonds. Voilà, des critères d'intervention, par exemple. Alors, j'ai pris Xange, qui est un des fonds un peu historiques en France, qui a appartenu à la Poste, qui est maintenant dans le groupe Ciparex. Ils disent très, très clairement ce qu'ils font. Voilà, donc eux, ils s'intéressent à la data, au care, à la santé, on va dire, au trust et à l'impact. L'impact, c'est la grosse thèse d'investissement en 2022. Beaucoup de fonds sont sur ce sujet. Alors, l'impact, c'est quoi? C'est l'impact sur la planète, comme il le dit, sur nos vies. Donc là, il représente un exosquelette, vous voyez bien. Donc, c'est sur la vie des personnes. Voilà, bon, typiquement, impact. Alors, j'ai mis ce petit slide parce qu'en fait, il y a deux startups qu'on connaît qui étaient aux arts. Il y a LifeEase qui fait un défibrillateur et donc Wondercraft qui fait cet exosquelette qui permet à des gens qui sont en fauteuil, donc voilà, avec l'impossibilité de se lever, voilà, d'être harnachés finalement dans cet équipement et de se déplacer, de retrouver des sensations de marche. Donc, autre exemple, StarQuest, eux, ils disent très clairement ce qu'ils font. Ils vendent du seed. Alors, le seed, c'est vraiment l'amorçage, c'est les premiers euros aux séries A et B. Alors, les séries A et B, c'est un vocable qu'on entend régulièrement. Vous verrez, les séries A, c'est souvent le côté aller à partir d'1 million, 1,5 million, 2 millions d'euros. Et les séries B, ça peut être bien plus, 5, 6, 7 millions, quoi. Et puis donc, ils le disent, ils s'intéressent avant tout à l'humain. Alors là, il y a des tas de citations d'investisseurs qui vous expliqueront, donc vous l'avez compris, qui veulent des brevets, mais ce qui les intéresse avant tout, c'est l'humain. On pourrait ajouter le potentiel du marché. En fait, ils s'intéressent à beaucoup de critères. Ils veulent surtout ne pas commettre d'erreurs quand ils investissent. Il y a vraiment une tonalité qui est marrante parce que c'est différent. Quand on se parle des investisseurs, on dit toujours c'est de prendre des risques, etc. Mais en fait, de leur lucarne, eux, ils sont là pour ce qu'ils appellent se dérisquer au maximum. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas du tout envie de prendre de risques. En réalité, ils ont envie de prendre, c'est différent, des paris gagnants. C'est-à-dire que, et pour eux, des paris gagnants, c'est s'appuyer sur voilà, une équipe solide,
des brevets, voilà, et un marché à fort potentiel. Voilà, ça c'est l'esprit de l'investisseur. Il se dit, voilà le type de start-up que j'ai envie de rencontrer. Bon, StarQuest, alors là, j'ai mis parce que ça montre vraiment, c'est des exemples de fonds. Alors, en général, ils font leur publicité, donc c'est très simple d'aller repérer les fonds d'investissement, les sociétés de gestion. Ils apparaissent très facilement sur Internet quand on les cherche, hein. On tape fonds d'investissement, salut Jackie, fonds Mhm. d'investissement et ils apparaissent. Voilà. Donc là, c'est quelques exemples de leur participation. Ils en ont beaucoup, StarQuest. Voilà. Alors, le sujet, là, réussir à lever des fonds. Donc, pour que y ait levée de fonds, en fait, il faut qu'il y ait une rencontre entre les investisseurs et les entrepreneurs. Donc, en fait, il faut qu'ils trouvent un canal de communication commun, qu'ils arrivent à se comprendre. Alors, j'ai listé quelques motifs d'incompréhension. Là, j'en ai mentionné un ou deux. Voilà, entre entrepreneurs et investisseurs. Alors, quand c'est de l'innovation de service, donc en clair, on n'est pas en train d'inventer, je sais pas quoi, un ordinateur quantique, quelque chose d'extrêmement innovant du point de vue voilà, de la technologie, on est dans le service, eh bien, aujourd'hui, ils ont élevé la barre et ils demandent à tous les entrepreneurs de réaliser déjà du chiffre d'affaires. C'est-à-dire, très bien, vous proposez un service, et bien, très bien, puisque c'est un service, vous considérez qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, on va dire, bah oui, oui, parce que tout le monde, en principe, peut faire du service, eh bien, ils vont vous demander déjà d'avoir du chiffre d'affaires. Donc, c'est un gros, gros sujet parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent lever, évidemment, pour se développer, investir dans la com, voilà, se doter d'outils de commercialisation, et du coup, qui sont un peu pénalisés par ce fait, mais c'est une réalité. Alors, l'envie des entrepreneurs de transférer les risques aux investisseurs. Voilà, donc si les investisseurs ne prennent pas de risques, ils ne servent à rien. Je reviendrai sur les business angels, mais il y a souvent vraiment ce sujet qui arrive régulièrement avec l'idée que finalement un investisseur, il devrait arriver très tôt avec beaucoup d'argent et accepter cette histoire de risque. On va pas passer toute la réunion là-dessus, mais effectivement, c'est vraiment ce sujet. Lui, il veut pas prendre de risque en réalité. Il veut prendre des paris gagnants. C'est vraiment la nuance, quoi. Je me dis, puisque l'équipe est bonne, puisque le sujet est bon, puisque le marché est là, eh bien voilà, je prends le pari de me jeter avec cet entrepreneur dans l'investissement. Et puis, il y a l'envie des investisseurs de trouver la pépite avec un projet innovant, une équipe solide, un projet présentant peu de risques et beaucoup d'opportunités. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris la philosophie des investisseurs. Il faut se le répéter parce que, voilà, quand on part sur des incompréhensions, moi, j'ai vu des entrepreneurs qui voulaient lever des fonds et qui, un an après, n'avaient pas levé et qui étaient quand même dans cet état d'esprit. Aux investisseurs de prendre des risques. Donc, voilà, quand on les aborde comme ça, on n'a pas tout compris. Les différents types d'investisseurs. Alors là, c'est un schéma. Alors on va pas passer la journée dessus. Donc, c'est les différents stades. Vous le comprenez très, très simple. Il y a Valley of Days au départ. C'est en gros, j'ai démarré au début, j'ai parfois eu un peu d'aide à droite, à gauche, quelques prêts, un peu de love money. Et puis, après 2-3 ans, j'existe, mais je tire la langue. Et je suis dans ce qu'on appelle la vallée de la mort, c'est-à-dire que j'aimerais bien à ce moment-là trouver des investisseurs. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils se montrent le moins attentionné, nos investisseurs, le plus votre projet est intéressant, mais revenez nous voir plutôt dans une phase plus avancée, quand vous aurez déjà démontré votre POC, votre MVP selon les termes, lorsque vous aurez déjà du chiffre d'affaires, voilà. Donc vous le savez bien, c'est comme ça que ça se passe. Le time, on voit donc ce qu'on appelle la première, seconde, troisième étape. Là, on va être entre le seed, ce qu'on appelle le seed, vraiment l'amorçage, et puis après les fameuses séries A, B, C. Je vais vous donner quelques chiffres qui font froid dans le dos. Alors, quand on est en train de chercher à lever des fonds et qu'on est vraiment en amorçage, en fait, selon les chiffres de France Angel, en fait, sur 40 dossiers instruits, ils en financent un. Donc, on est à 2,5%, 1 sur 40 de taux de transformation, on va dire. Sur 40 dossiers déposés, un de financé. Quand on est en amorçage, c'est vraiment ça. Quand on passe à l'étape suivante, quand on attaque, quand on est en série A, série B,
Quand on est en série A, en fait, on va plutôt être souvent sur du 1 sur 3 à peu près de taux de réussite. C'est-à-dire qu'on a finalement fait le plus dur en démarrant sa société, en trouvant les premiers financements. On le sait bien, on le sait tous, c'est au démarrage que c'est le plus difficile. Voilà. Une fois qu'on est lancé, qu'on a commencé à recruter, à avoir des clients, voilà, et ben c'est parti. Euh, et là, les fonds arrivent pour financer, et c'est bien la démonstration, ils financent la croissance. Alors, les investisseurs, la famille et les amis. Donc, donc la famille et les amis, c'est vraiment le premier cercle. Il n'y a pas de chiffre véritablement officiel, mais on considère qu'il y a sans doute entre un quart et enfin entre 20 et 25% à peu près de de nouveaux investisseurs chaque année, de nouveaux business angels. C'est-à-dire que c'est des gens en fait qui jusque-là n'avaient jamais financé de projet et puis qui arrivent parce que par connaissance, par amitié, par voilà proximité des entrepreneurs, ils vont les financer. Donc, on a affaire à des gens finalement voilà, qui se découvrent investisseurs ou qu'ils deviennent de facto. Donc, on ne retrouvera pas forcément dans les clubs de business angel. Voilà. Et, et, souvent, finalement, on va s'apercevoir que les gens qu'on peut convaincre, c'est nos proches, c'est nos amis, notre famille. Alors, il y a parfois la réticence de se dire, ah oui, mais je n'ai pas envie de leur faire supporter le risque entrepreneurial. Et ouais, c'est les paradoxes, mais à un moment donné, voilà, il faut être suffisamment sûr de son fait aussi, même s'il y a une prise de risque quand on est entrepreneur, pour pouvoir les amener à être vos investisseurs. Donc, c'est quand même les plus, voilà, les plus faciles, entre guillemets, à convaincre. Donc, les business angels, alors là, il n'y a pas de loi, hein. Mais effectivement, entre les peu fortunés et les très fortunés, ils peuvent commencer à mettre 10 000 euros. Voilà, en général, ils se regroupent. D'ailleurs, vous avez souvent, quand vous vous adressez à des clubs de business angel, vous allez avoir finalement deux formes de rendez-vous. Un, pour que chacun des business angels arrive à se convaincre individuellement d'investir et parfois de mobiliser ce qu'ils appellent la CIBA. Donc, c'est en fait un vecteur d'investissement commun à l'ensemble des business angels dans le club. C'est-à-dire qu'ils peuvent investir soit à titre individuel, soit regroupés à travers la CIBA. Donc, de temps à autre, voilà, vous avez deux sessions dissociées dans les clubs de business angel. Alors, pour trouver les business angels, on me le demande souvent, au moins les clubs, il n'y a rien de plus simple. Il y a un site qui s'appelle franceangels.org. Vous pouvez les chercher par région, par département. C'est quelque chose qu'il faut faire parce que d'une manière générale, les business angels, surtout en région, dans les départements, préfèrent investir sur des entreprises de proximité. Pour eux, le critère, c'est vraiment la connaissance quand même profonde de l'entrepreneur. Ouais, un sentiment d'appartenance un peu territorial quand même. Voilà. Après, c'est beaucoup moins vrai sur les business angels, les 3-4 clubs de l'Île-de-France, de Paris. Là, franchement, vous pouvez aller pitcher devant Paris Business Angel sans que nécessairement votre projet soit né dans le 5e arrondissement. Voilà, vous pouvez, donc, c'est moins vrai pour les clubs de Paris. Donc là, voilà, je détaille un peu, on le voit, c'est clairement par région. Après, là, la France, c'est d'une très, très grande inégalité, hein. Il y a des clubs de business angel très actifs dans les Hauts-de-France, en Nouvelle-Aquitaine. Alors vraiment, là, il y en a énormément avec les poches très, très profondes. Et puis, il y a d'autres régions où c'est moins le cas. Alors, je ne vais pas les pointer du doigt, mais voilà, en fonction de sa région, on est plus ou moins bien loti. Alors, les fonds d'investissement. Donc, alors je reprends un peu ce qu'on appelle les fonds d'investissement. En réalité, les fonds d'investissement, ils sont gérés par des sociétés de gestion. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré Xange. Xange a levé plusieurs fonds. En général, les sociétés de gestion lèvent des fonds successivement, tous les 2-3 ans, parce qu'un fonds, il a une durée de vie de 8 à 10 ans. Et donc, les investisseurs du fonds, les dirigeants du fonds vont commencer par prendre des participations de la première à la 4e année, en gros. Et après, ils vont faire que du refinancement. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de refinancer les pépites dans lesquelles ils ont investi.
parce que c'est là où ils feront les meilleurs profits à la revente 7-8 ans après. Donc les montants d'augmentation de capital, vous savez bien, c'est quelques centaines de milliers d'euros à plusieurs millions, donc en fonction du stade d'avancement de la société. Alors, autre structure intéressante, les family office. Alors, eux, ils sont beaucoup plus. Ils se mettent très peu en scène, en règle générale. Vous savez qu'ils sont des gens qui gèrent en fait la fortune de particuliers, soit à travers leur propre family office. Alors, des fois, il y a des grandes fortunes, des grandes familles qui créent leur propre family office, d'accord, et qui le réinvestissent, parfois aussi dans les startups. En règle générale, c'est des startups à un stade un peu plus avancé, parce que là, la notion d'investissement se fait vraiment sur le très très long terme. Ils peuvent être intéressants en soutien, parce que ce qu'ils vont attendre finalement, c'est quelques années après, mais quelques années après de la rentabilité potentielle de la part de la startup. C'est-à-dire qu'elle s'est muée en société beaucoup plus mature et qui commence même à, pourquoi pas, servir des dividendes. Voilà. Ou alors, ça pourra se traduire par une revente. Donc, ils sont intéressants, mais il faut quand même être à un stade un peu avancé de développement pour pouvoir travailler avec eux. Alors, les corporate ventures, alors aujourd'hui en France, à peu près toutes les grandes boîtes du CAC 40 et bien au-delà, on pourrait même dire au moins la moitié du SBF 120, donc des 120 plus grosses capitalisations en France, ont une structure d'investissement dans les startups. Alors, soit en direct, soit, c'est souvent le cas, en travaillant avec des sociétés de gestion. Parfois, ils se sont essayés à faire des investissements directs, ces corporate ventures, et puis ils ont compris toute la difficulté du suivi des participations, de la technique de prise en compte voilà, de sélection des bonnes startups. Et donc maintenant, en règle générale, ils allouent des fonds à des sociétés de gestion en leur disant, bah, nous, on est votre partenaire. Voilà, et vous allez me gérer ça. Exemple, je sais pas, j'en prends au pif, la Française des Jeux avec la société One Ragtime. Voilà, société de gestion One Ragtime. Par contre, c'est vraiment des acteurs très intéressants. Alors, pas facile à manipuler parce qu'ils sont gros, ils sont lourds, les profils changent souvent chez eux, ils ont des juristes, mais par contre, c'est toujours très intéressant pour une startup d'avoir un partenariat lorsqu'on peut le faire avec une grosse société, un corporate, et surtout s'il a pris une participation, ça donne un éclairage et une stabilité pour la startup qui est vraiment intéressante. Il faut regarder qui peut intervenir. Ils ont des thèses d'investissement en général qui sont liées quand même à leur métier, mais parfois un peu plus, entre guillemets, on pourrait presque dire philanthropique, pas tout à fait. Ils vont être très sensibles à voilà, à leur métier et à voilà, des valeurs humaines, parce que c'est aussi des outils de communication pour eux au niveau RH en interne. Là, je vous en ai mis quelques-uns, donc voilà, on les voit tous, là, Total. Total, historiquement, qui a commencé, donc vous imaginez bien la raison profonde, c'était voilà, de s'acheter une image, mais maintenant, c'est un des acteurs puissants. Et puis, toutes les banques, assurances et acteurs industriels, ils sont venus. Alors, ce que j'appelle les opportunistes, donc, qui peuvent vous proposer d'investir. Alors, je dis proposer d'investir ou parfois, plus exactement, vous demander des parts contre une action efficace de leur part. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, écoutez, moi, avec mon réseau, avec mes compétences, je suis développeur informatique, je suis business angel, enfin business développeur, j'ai un énorme réseau, voilà, j'ai dirigé pendant X années telle et telle société. Voilà, ils vont vous demander de prendre du capital et en général, enfin, ce que j'ai vu, c'est souvent quand même de la déception de la part des entrepreneurs qui les ont fait rentrer parce qu'ils ne s'investissent pas à 100%. Donc, il faut essayer de comprendre ceux qui veulent multiplier des participations dans les startups et donc les éviter, et ceux qui vont vraiment le faire dans la startup pour s'investir. Et là, évidemment, pourquoi pas considérer leurs propositions. Donc, je n'ai pas de clé magique pour dire un tel, il arrive avec l'idée de prendre plusieurs fois des participations où il va vraiment s'investir. Par contre, voilà, c'est un sujet qui est toujours délicat. Alors, j'aime bien bon, vous lirez si vous voulez Michael Seibel, qui est un on va dire, des pères spirituels du Y Combinator, qui est vraiment la mecque
faites des clubs de business angel, investisseurs, voilà, c'est l'incubateur historique en Californie. Il dit lever des fonds n'est pas un aboutissement, non, c'est un moyen. Hein. Voilà, donc, il fait tout son article là-dessus. Alors, les investissements en France en 2021, très bonne nouvelle, ils ont explosé par rapport à 2020. Bon, 2020, ça a été freiné par le Covid, clairement. Hein. C'est resté quand même sensiblement au niveau de ce qui était 2019. Donc, vous voyez un peu l'état des investissements, ça a doublé. Donc, c'est énorme. Il y a vraiment un appétit. Il y a eu en 2021 même un phénomène de rattrapage sur les investissements. Alors, ça a doublé. Par contre, il n'y a eu que 25% d'opérations en plus. C'est-à-dire qu'ils ont privilégié. Il y a, vous savez, ça s'appelle le flight to quality. Ils ont vraiment essayé d'aller vers de plus en plus de sociétés à forte croissance, déjà avec du chiffre d'affaires, de grosses perspectives. Ils ont finalement un petit peu, entre guillemets, probablement délaissé les petites opérations à petit montant. Et d'ailleurs, je n'ai pas le chiffre en 2021 du nombre d'opérations qui ont été faites en amorçage. Parce qu'en amorçage pur, ça avait diminué par rapport à 2019. Hein. Donc 2020 par rapport à 2019, il y a eu moins d'opérations d'amorçage. D'accord ? Donc on voit les investissements par stade de maturité sur l'échelle de droite, là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc les plus de 300 millions, ça a explosé, vous voyez. Donc en bleu, enfin bleu-vert, c'est par indigo par rapport à 2021 et par rapport à 2020 orange. On voit que sur les petites, c'est sensiblement resté pareil. C'est sur les grosses opérations, évidemment, que ça s'est fait. Alors, les typologies d'investissement, sur quoi ils investissent? On le voit en premier, encore et toujours, services Internet. En 2021, c'était les plateformes. Donc, de plateformes tous azimuts. FinTech, toujours. Donc, société de technologie de financement, de moyens de paiement, voilà. Logiciels et services, c'est encore directement lié au Covid. Life Sciences, donc sciences de la vie, encore le Covid. Et Clean Tech de façon mineure. Donc, vous voyez, vraiment, les gros thèmes d'investissement en 2021, c'était quand même, on peut clairement faire le lien avec le phénomène Covid. Donc là, on est en 2022. Il y a une conjoncture qui vient encore de changer de manière extrêmement dramatique. Donc, je ne sais pas du tout quelle incidence ça peut avoir. On avait observé un phénomène de crainte un peu des investisseurs en 2020 par rapport à 2019 sur le phénomène Covid. Là, avec les tensions, avec la guerre, je ne sais pas. En 2008, ça s'était complètement arrêté quand il y a eu les subprimes. Je ne sais pas, je n'ai pas de miroir. Par contre, j'ai plein de rendez-vous cette semaine avec des investisseurs pour des startups. On verra dans quel état d'esprit ils sont. Pour l'instant, ils ne s'arrêtent pas, ils continuent. Enfin, moi, je les vois plutôt volontaires pour l'instant. On va voir. Donc, alors, on va sortir des idées préconçues, hein, parce que vous vous souvenez, la France, c'est la Startup Nation. Certes, c'est la Startup Nation, mais en termes de montant investi, le Royaume-Uni, ça reste quand même le double de ce qui est investi en Allemagne et plus encore l'Allemagne que ce qui est investi en France. Donc, on le voit pour les levées de fonds supérieures à 50 millions d'euros, hein, c'est l'échelle. Hein. Donc, vous voyez bien, la France, on est finalement un peu à notre place en termes de place financière. Hein, Londres, Francfort, Paris, quoi. Donc, ça reste finalement, même pour les investissements dans les startups, ça reste vrai. Donc, oui, la France, c'est génial pour aller chercher des fonds, mais si jamais votre startup peut se développer à l'international, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, ça peut être très intéressant d'aller les solliciter. Alors là, on parle bien des grosses levées, parce que sur les petites levées, il faut que je vous dise quand même qu'en Angleterre, il y a un statut fiscal extrêmement privilégié, c'est-à-dire que si vous investissez en gros 1 million de livres sur une startup, on vous rembourse 500 000. Donc, c'est voilà, si la startup, elle est située à Londres. Donc, voilà, sur les petites levées, c'est vrai, sur les grosses, ça l'est moins. Enfin, ça l'est plus même. Alors, où se passent les investissements? Aux surprises, 80% ont lieu en Île-de-France. Hein. Voilà. Il y a les 2 tiers des startups en Île-de-France et vous le savez bien, tous les fonds sont concentrés sur Paris ou quasiment. Donc là, encore, il n'y a pas de secret. Alors, là, j'ai fait un petit exercice. D'habitude, c'est pour les étudiants. Donc, je vais vous passer ça rapidement. C'est des exemples d'augmentation de capital avec des tables de capi. Donc, je vais vous passer ça. Je vais vous épargner ça. Voilà,
Pourquoi ça montre la mécanique en fait de la dilution, pourquoi c'est intéressant finalement d'être attentif au phénomène de dilution successif. Quand on a des levées de fonds, il faut vraiment avoir sa stratégie bien en clair, être capable de se dire je vais céder tel ou tel pourcent de mon capital avec tel ou tel enjeu. Alors, quand vous avez un fonds, de toute manière, il faut que les choses se passent bien avec lui, parce que même s'il n'a que 5 ou 10% de participation dans votre société, si jamais les choses se passent mal entre vous, il peut quand même raisonnablement vous compliquer la vie, hein. En vous convoquant, parce que c'est toujours dans le pacte, donc à des assemblées générales extraordinaires, en vous mettant finalement en demeure de produire tel et tel indicateur qui risque de montrer que vous n'avez pas la performance qui était escomptée au démarrage. Donc, il faut être attentif. Donc, je ne vous embête pas avec les tables de capi. Là, c'est pour les étudiants voilà, quand je les fais bosser. Donc, voilà. Donc, je vais juste passer un petit peu de temps sur l'histoire de la structuration du document pour lever des fonds, le pitch deck. Il faut le fond et la forme. Il faut réaliser vraiment un bon dossier. Donc, il faut être convaincant. Donc, je vous l'avais dit, BPI France investit dans un projet sur 100 à peu près, les clubs de business angel 1 sur 40, et les fonds, on pourrait dire, dans une start-up sur 30 lorsqu'ils instruisent le dossier, hein, pas lorsque le dossier leur paraît. Voilà. Donc, vous le voyez, chaque année, les fonds d'invest, bon, il y en a qui reçoivent entre 1000 et 2000 dossiers par an pour investir dans 2 à 4. Donc, le but du jeu, c'est d'être toujours prêt à présenter son projet en 1 minute. De pouvoir vraiment, au débeauté, au fil des rencontres, on refait du présentiel, on va avoir plein de moments d'échange privilégiés avec les uns et les autres. Voilà, de dire, ben voilà, moi, ce que je fais, voilà, c'est ça, je résous tel problème. Ça, c'est vraiment la présentation à l'anglo-saxonne. Pourquoi je résous un problème, c'est important, c'est parce que, vous savez, comme on dit, c'est le nice to have ou le must have. Si vous êtes sur une proposition qui améliore, vous êtes sur le nice to have, c'est bien, ça améliore. Mais si vous êtes sur un problème fondamental qui est résolu, on voyait l'exosquelette qui permet à des gens, enfin, qui laisse entrevoir l'espoir des gens de marcher qui sont paraplégiques, voilà, pain point fort et évident. Donc, voilà, il faut poser le problème, il faut développer sa solution, bien sûr, et puis il faut toujours rassurer les investisseurs. Leur montrer que vous allez être capable de mettre en musique ce que vous leur exprimez. Là, je vous liste voilà, les 10-12 points indispensables. Alors, certains en rajoutent d'autres, et puis après, il y a toujours une présentation qui est propre à chacun. Voilà, et donc le fameux pain point, le marché cible, l'offre proposée, le parcours client, comment je vais acquérir mes clients, la présentation de l'équipe, toujours importante. Qui sommes-nous les entrepreneurs? D'où venons-nous? Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous sommes crédibles dans ce que l'on propose? Un benchmark concurrentiel. Donc, la part de marché visée, toujours. Le CA réalisé, toujours à 5 ans. Pas en dessous. 3 ans, c'est pour souvent les crédits bancaires ou des pays, mais là, pour lever des fonds, c'est 5 ans. Les coûts d'acquisition des clients, c'est une courbe intéressante. Comment j'arrive à maîtriser mes coûts d'acquisition des clients? Si j'arrive à le maîtriser, j'arrive à me développer. Le montant de la levée, la motivation. Je conseille toujours de mettre sur pied un advisory board. Vous savez, des gens qui vont être un peu référents dans votre activité, bienveillants, peut-être aussi des investisseurs chez vous. Voilà. Et puis, les éléments financiers, évidemment. Donc, le pain point, donc voilà. Donc, je vous l'ai dit, must have, nice to have. Alors après, il y a toujours l'histoire, vous savez, j'allais dire un peu, c'est de la poésie presque. Pourquoi j'ai créé ma société? Donc, Airbnb, parce que le créateur voulait voyager et se faire héberger gratuitement, Blablacar, parce que Frédéric Mazella prétend qu'ils aient du stop un soir et il voyait toutes ces voitures passer avec une seule personne à bord. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon. En tout cas, ça illustre le propos. Alors, le marché cible, à quel marché s'attaque la start-up? Hyper important. Il faut vraiment montrer que ce marché, il n'est pas énorme par rapport à la taille de votre start-up. Il va être accessible pour vous. C'est-à-dire que vous devez quand même mentionner sa taille de marché et la part de marché que vous allez prendre dedans. Il faut aussi montrer qu'il est suffisamment intéressant pour avoir des perspectives de croissance. Je vous rappelle que vous demandez des investissements à des gens qui veulent faire du levier. Donc, démultiplier la rentabilité de leur investissement, hein. Ils ont investi 1 euro, ils en veulent 10 à la fin, hein. Donc, il faut vraiment aller les chercher là-dessus.
Donc, l'offre proposée, elle doit être très claire. Alors, vous connaissez l'expression quand c'est flou, il y a un loup. Eh ben, c'est exactement ça. Voilà, on ne peut pas être confus, il faut être très clair sur ce qu'on fait, sur le marché qu'on vise. Voilà. Et les investisseurs le comprendront. Donc, le parcours client, l'inbound, comment on embarque les clients, comment ils viennent à nous, comment on va réussir au fil des années à en avoir toujours plus et satisfait. Important. Toujours avoir son site internet propre, hein, des apps. Voilà. Aujourd'hui, c'est indispensable, vous savez bien. Alors, l'équipe, alors elle est idéalement composée de plusieurs personnes, donc à l'expérience adaptée à la startup et au profil complémentaire. Je vous dis ça parce que du point de vue des investisseurs, aujourd'hui, ils ont du mal à concevoir qu'une startup soit le fait d'une personne. Alors, à l'origine, certainement, mais quand on va les solliciter, c'est obligatoirement parce qu'on est en train, soit on est déjà une équipe, soit on est en train de structurer son équipe. Voilà. Donc, les entrepreneurs qui sont issus d'une même école, j'en vois souvent, des binômes ou des trinômes, c'est bien quand ils peuvent s'adjoindre quand même une compétence d'une autre nature, c'est quand même intéressant. Voilà. Après, j'ai mis les entrepreneurs qu'on a retenus pour anecdote et d'autres noms, hein. Alors, le benchmark concurrentiel, c'est un exercice de communication. Parce que il faut quand même des concurrents. Ce n'est pas possible de dire je suis seul au monde et personne n'est en capacité de faire ce que je fais. Ça ne marche pas. Les investisseurs n'achètent pas. Et par contre, il n'en faut pas trop. Sinon, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir prendre votre position, une place forte sur votre marché. Donc, en fait, il faut vraiment arriver à montrer que vous intéressez à un marché qui vous est accessible. Donc, qui est pointu, qui est segmenté. Et il vaut mieux que vous soyez le leader ou le futur leader sur votre segment de marché. Ça va intéresser les investisseurs. Voilà, il faut être au moins dans les 3 premiers. Si vous arrivez en disant je vais être le 5e, le 10e, c'est mort. Ils n'investiront pas. Donc, l'idéal, c'est d'être le leader sur son segment. La part de marché visée, donc vous connaissez la S-curve, là, la courbe en S. Donc, au début, on démarre, il y a la fameuse courbe d'expansion pendant quelques années et puis la maturité. Voilà, il faut montrer son potentiel de croissance. C'est évidemment mieux si vous arrivez sur un marché qui est en démarrage ou en croissance. Par contre, si vous êtes sur un marché qui est mature, il faut vraiment que vous arriviez avec une proposition de valeur qui est complètement en rupture avec ce qui se fait pour pouvoir prétendre prendre une part sur ce marché. Donc, le CA réalisé et le prévisionnel à 5 ans. Pourquoi c'est important d'avoir déjà du CA? C'est parce que les jeunes analystes qu'il y a dans les fonds, ils vont prendre Excel, ils vont partir de votre chiffre d'affaires existant et puis ils vont extrapoler. Voilà, c'est presque des maths. Les coûts d'acquisition par client, ça je vous le disais, c'est vraiment intéressant. Il faut vraiment essayer de maîtriser ce point-là. Voilà, au fil des ans, on va voir que les coûts d'acq diminuent. Et ça prouve que vous maîtrisez votre business. Donc, essentiel. Le montant de la levée et sa motivation, pourquoi je lève et combien, hein, d'accord? Donc, vous montrez que, en fait, c'est intéressant. Vous sollicitez des investissements pour vous-même investir. L'advisory board souhaitable, je vous l'ai dit, vraiment avoir des personnalités autour de vous, ça va rassurer les investisseurs. Et vous-même, ça vous donne le moyen d'échanger avec des gens qui sont votre caution, qui seront flattés parce que vous les avez sollicités pour être à votre board. Voilà, intérêt à le faire. Et puis après, les éléments financiers, je passe dessus. Toujours le plan de trésor à 12-18 mois et puis le compte de résultat prévisionnel à 5 ans. Donc, en synthèse, un dossier investisseur, il doit être très clair, hein. Il doit être peu chargé en écriture, il donne envie et il rassure. Et là, vous donnez plus de chances de lever. Voilà. Oui, ça c'est Start, les cofondateurs, donc avec Milena et Astrid. Et merci.